C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapport de Reporters sans frontières sur les violences subies par les journalistes dans la région des Grands Lacs. Il s'agit selon eux de la plus dangereuse région du continent. 6 pays sont concernés et la République démocratique du Congo tient une place particulière. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. La conférence de presse du président de la Fédération sénégalaise de football est l'un de ses conseillers. Elle s'est tenue à Paris alors que le tribunal arbitral du sport a confirmé le recours déposé par le Sénégal. Benoît Perrochet était sur place. Les détails dans quelques instants. Et puis ce soir, nous recevons Afet Mosbah, la sœur de la militante tunisienne Sadia Mosbah. Elle a été condamnée le 19 mars dernier pour malversation financière, mais ses avocats affirment que le vrai motif de sa condamnation est son engagement aux côtés des migrants subsahariens en Tunisie. Interview à la fin de cette édition. Dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs, c'est l'intitulé du nouveau rapport de Reporters sans frontières. L'ONG y dénonce les violences auxquelles font face les journalistes dans cette région, la plus dangereuse du continent selon RSF. 6 pays sont concernés, la République démocratique du Congo tient une place particulière. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans la région des Grands Lacs, c'est près de 500 journalistes qui ont été arrêtés ou détenus depuis 10 ans et la moitié l'ont été en République démocratique du Congo. Alors l'épicentre du danger, affirme Reporters sans frontières, eh bien c'est dans l'est du pays en raison du conflit. L'organisation affirme que les journalistes se sentent pris entre l'enclume du M23 et le marteau des FARDC, les militaires congolais. On nous a fait écho de radios notamment détruites qui sont en première ligne dans le conflit, de journalistes qui sont victimes de menaces directes, d'exactions physiques, d'agressions, de disparitions forcées, mais aussi d'assassinats. C'est toujours effectivement dans l'impunité la plus totale. Ces 5 dernières années, 7 journalistes dans les pays des Grands Lacs ont été victimes d'assassinats. 5 ont été tués en RDC, donc la majeure partie des assassinats ont lieu en RDC, tous à l'Est. Reporters sans frontières affirme qu'à cause de ces menaces, de nombreux journalistes ont été contraints à l'exil ou alors ont abandonné la profession. L'organisation dénonce aussi la bataille informationnelle des différentes parties en conflit. Une bataille, dit-elle, où les rebelles de la FCM 23 comme les autorités congolaises exercent des pressions sur les médias pour imposer un narratif sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. En Guinée, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara est décédé en détention ce mercredi à Conakry. Aboubacar Toumba Diakité avait été condamné à 10 ans de prison dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Les explications de notre correspondant Malik Diakité. Aboubacar Toumba Diakité avait été transféré le 10 février dernier de la maison centrale de Conakry où il était détenu depuis son arrestation en 2017 vers la prison civile de Koya, en déplacement que ses avocats avaient jugé illégal, sa famille exigeant, elle, des preuves de vie. Selon l'administration pénitentiaire, il présentait un tableau clinique marqué par une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes et une constipation chronique. D'après les autorités guinéennes, il a été victime d'un malaise lundi soir à la prison de Koya, située à environ 50 km de Conakry, avant d'être évacué en urgence vers l'hôpital militaire du camp Samori, où il a rendu l'âme ce mercredi. Il purgeait une peine de 10 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité pour son rôle durant le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Le tribunal arbitral du sport confirme le recours déposé par le Sénégal pour annuler la victoire du Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la Fédération sénégalaise de football et l'un de ses conseillers donnaient une conférence de presse à Paris. Benoît Perrochet était sur place. Une croisade morale et juridique, c'est avec ces mots que le président de la Fédération sénégalaise de football a débuté cette conférence de presse. Le Sénégal
démarre donc la défense de son titre acquis le 18 janvier dernier face au Maroc. Tout va se jouer désormais à Lausanne, en Suisse, devant le tribunal arbitral du sport. C'est la plus haute juridiction sportive, au TAS désormais, donc de trancher cette question. Qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal ou le Maroc, désigné à la surprise générale la semaine dernière vainqueur sur tapis vert par un jury d'appel de la CAF. Une décision absurde et grotesque. C'est comme ça qu'a qualifié cette décision l'équipe d'avocats internationaux chargés de la défense du dossier sénégalais. Écoutez. La CAF est habituée à violer les règles de gouvernance. Cette affaire n'est pas une affaire à proprement juridique, elle n'est même pas disciplinaire ou réglementaire. C'est une question de gouvernance. Et ça fait 20 ans qu'on se plaint ici et au TAS de la façon dont cette instance et par ces instances disciplinaires et d'appel fonctionne. C'est donc toute la crédibilité du foot africain et des instances du foot africain qui va être jugée devant le tribunal arbitral du sport. Une procédure qui pourrait prendre entre 9 et 12 mois, à moins que la Confédération africaine de football et le Maroc acceptent une procédure accélérée. Dans ce cas, la décision pourrait être connue d'ici 2 mois. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle défection chez les démocrates, le principal parti d'opposition au Bénin. L'ancien numéro 2, Eric Koundété, qui assurait l'intérim après le départ de Thomas Boniaï, a annoncé ce jeudi qu'il soutenait le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Ouadani. Depuis début mars, plusieurs figures importantes ont quitté le parti. L'Afrique du Sud, initialement invitée au G7 de juin prochain dans la ville française d'Évian, a été écartée de ce sommet. Pretoria a d'abord évoqué des pressions américaines sur Paris avant de faire machine arrière. La visite du ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger, il a été accueilli par son homologue algérien Ahmed Attaf et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une visite dans un contexte énergétique tendu qui intervient au lendemain de celle de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. La 6e édition du sommet Desert Action, un événement mondial sur la désertification porté par la société civile. Il se tient cette semaine à Djerba en Tunisie et le constat est très préoccupant. D'ici 2050, 75% de la population sera touchée par la sécheresse et ses conséquences. La correspondance de Lilia Blaise. Agroécologie, pastoralisme, lutte contre l'érosion des sols ou encore échange de bonnes pratiques pour lutter contre la sécheresse et la désertification. Ce sont autant de thématiques qui sont discutées lors du sommet Désertif Action qui se tient au sud tunisien à Djerba pendant 3 jours. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont à la fois les pays du nord et du sud qui se réunissent pour échanger et surtout on peut voir beaucoup d'acteurs du terrain, des militants locaux mais aussi des agriculteurs et des experts régionaux qui viennent faire remonter leur expérience directe sur le terrain pour proposer des solutions mais aussi un plaidoyer qui devrait être présenté lors de la COP17, la conférence des parties qui doit se tenir au mois d'août en Mongolie. Alors aujourd'hui, on peut voir aussi à travers ce sommet un retour en force des pratiques ancestrales d'agriculture en Afrique, des pratiques d'agriculture durable qui s'opposent un peu à une agriculture industrielle ou automatisée. Par exemple, en Tunisie, des bonnes pratiques pour gérer la ressource en eau, notamment dans les oasis tunisiennes, ou encore l'exemple au Niger du pastoralisme qui représente aujourd'hui 13% du PIB. Et ce soir, on vous parle de la militante tunisienne antiraciste Sadia Mosbah. Elle a été condamnée à 8 ans de prison pour des accusations de malversation financière et s'est vue infliger une lourde amende. Elle est en détention depuis déjà 2 ans. Ses avocats et ses proches affirment que le motif de sa condamnation n'est qu'un prétexte. Sadia Mosbah avait été en première ligne pour défendre les migrants subsahariens après un virulent discours en février 2023 du président Kais Saïed. Pour en parler, sa sœur, Afet Mosbah, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être venue nous parler de votre sœur. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est le motif de sa condamnation, le motif dont parlent ses avocats. Le motif retenu par la justice est enrichissement sans cause, blanchiment d'argent et tenue irrégulière administrative associative. Bon.
Alors oui, parfait, mais depuis près de 2 ans qu'elle est détenue, absolument rien n'a été prouvé par aucun juge d'instruction. Donc les motifs réels sont autres. Et ce sont ces motifs réels qui nous intéressent. Alors justement, je le disais, votre sœur a pris la défense des migrants subsahariens, notamment après ce discours du président Kais Saied qui parlait un peu du grand remplacement, hein, en quelque sorte, qui disait que l'arrivée massive des migrants subsahariens en Tunisie était un complot pour casser la démographie tunisienne et changer la démographie tunisienne. Et c'est là où elle est entrée en scène et elle a critiqué de manière très virulente ces propos. Et c'est sûrement cela, en tout cas c'est ce que disent ses avocats et ses proches, qui l'a mise en danger. Oui, nous avons tous critiqué ces propos qui relèvent du Zemmour. Enfin bon. Alors ça va beaucoup plus rapidement chez nous. En réalité, il y a eu beaucoup d'éléments. Le premier élément est qu'elle a reçu en 2023 un prix des mains d'un démocrate américain, Anthony Blinken, pardon, pour ne pas le citer, un prix comme étant une championne de la lutte contre le racisme. Elle a énormément participé à la mise en place de la loi 50-2018, qui est une loi unique en son genre au Maghreb, dans le monde arabe, contre les discriminations raciales. Alors en effet, quand la Tunisie a scellé un pacte avec l'Europe pour que nous soyons garde-frontières des migrants subsahariens, il est plus facile de dire que c'est une noire tunisienne qui fait rentrer des migrants, c'est une noire tunisienne qui les aide, plutôt que de dire la réalité, voilà, nous devons en être responsables. Alors vous parlez d'Anthony Blinken, je ne poserai pas la question sur le positionnement des États-Unis, étant donné que l'administration a changé depuis, mais qu'en est-il de l'Union européenne? Quelle est la position de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne est complice de ces condamnations en Tunisie? En réalité, vous savez, j'entends beaucoup sur des plateaux des personnes qui sont absolument émerveillées de ce que fait Madame Meloni. Très bien, elle est en train de travailler pour l'Europe et pour l'Italie. L'Union européenne est commanditaire et la Tunisie a accepté. Je ne vais pas en vouloir particulièrement à l'Union européenne puisque la Tunisie a accepté de sceller ce pacte. Nous aurions pu ne pas accepter et ne pas mettre les Tunisiens en difficulté, que ce soit les Tunisiens droits de l'homiste, comme on les appelle, parce que le cas de Sadia n'est pas unique, ou que ce soit les migrants qui souffrent énormément de cette situation. Ce sont ceux qui s'en souffrent le plus. Et nous avons eu l'occasion de recevoir 2 journalistes qui avaient réalisé un documentaire pour nos confrères d'Arte sur justement la situation des migrants subsahariens, et même les Tunisiens qui leur portent secours sont passibles de condamnation, même pour une bouteille d'eau. Absolument, on criminalise la solidarité. On ne doit pas donner d'eau, on ne doit pas donner de pain, on ne doit pas. Ils doivent juste, passez-moi le terme, crever dans le désert et dans les eaux territoriales. Justement, comment jugez-vous aujourd'hui la réaction des pays africains face à ces migrants qui se retrouvent en Tunisie dans ces conditions? Est-ce qu'il y a suffisamment de réactions? Écoutez, comment dire, c'est navrant. C'est navrant parce que plus de 70 ans d'indépendance pour en arriver là, il y a de quoi être en colère. Je ne suis pas en colère, vraiment, je suis navrée. Que des enfants, des femmes, des hommes errent dans le désert, sont massacrés, meurent de soif, meurent dans la Méditerranée, qu'ils soient vendus en esclavage, qu'ils soient revendus, survendus, passant d'une main à l'autre, qu'ils soient tués quelquefois. CNN a documenté ce qui se passait en Libye. Aucune réaction. Aucune réaction. Ils ne sont pas là. Je pense à Churchill qui disait pendant la Deuxième Guerre mondiale à la France bonne nuit les Français, dormez bien, tout va bien. Là, c'est bonne nuit les Africains, dormez bien, tout va bien. Alors, le Ghana, donc, qui a réussi à faire voter une résolution, n'est-ce pas, sur l'esclavage, etc. Parfait. L'ONU qui a proclamé la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Bravo. Et aujourd'hui, ce crime-là, parlons d'aujourd'hui. Okay. Nos ancêtres, malheureusement, c'est passé. Mais sinon, parlions d'aujourd'hui et on retournera vers le passé ensuite. J'aimerais bien qu'on parle de toutes ces hordes de personnes qui migrent dans une souffrance absolue. Le silence. Alors, évidemment, quand ils sont en silence, quand ma sœur est détenue, qui peut le plus, peut le moins. Merci beaucoup, votre message est passé. Merci Afet Mosbah d'être venu nous parler du cas de votre sœur. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.